En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration et écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Colosimo et Régis Le Sommier, éditeur, historien et théologien, spécialiste du monde orthodoxe. Jean-François Colosimo est l'auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Un livre d'histoire puissant et érudit dans lequel il retrace la genèse du conflit entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui prend selon lui sa source dans un lointain affrontement civilisationnel et religieux. Ancien directeur adjoint du magazine Paris Match, Régis Le Sommier est grand reporter et s'est rendu plusieurs fois en Ukraine pour couvrir le conflit. Le 16 novembre prochain, cet habitué des théâtres de guerre lancera Omerta, un nouveau média dont l'ambition sera de redonner ses lettres de noblesse au journalisme de terrain. Et sur le terrain de la guerre en Ukraine, justement, que se passe-t-il? Alors que l'armée russe semble sur le point d'évacuer Kherson, la Russie peut-elle perdre la guerre? S'il y a bien un agresseur et un agressé dans cette guerre, est-il possible de décrypter ce conflit sans prendre parti? Vladimir Poutine est-il d'autant plus dangereux qu'il n'a plus rien à perdre? Faut-il l'arrêter à tout prix, même au risque de provoquer une nouvelle guerre mondiale? Tout de suite sur Sud Radio, les réponses de Jean-François Colosimo et Régis Le Sommier, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Régis Le Sommier, Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Bonjour Régis Le Sommier, on va commencer par vous. Vous êtes grand reporter, vous avez été directeur adjoint de Paris Match, où vous avez été journaliste pendant 25 ans. Et le 16 novembre, vous lancez un nouveau média, Omerta, qui proposera des enquêtes et des documentaires de terrain. On en parlera, mais pour commencer, place au terrain justement. Que se passe-t-il à Kherson? Kherson, c'est l'une des dernières villes majeures détenues par la Russie, l'une des clés de la péninsule de Crimée et de la mer d'Azov. Et tout indique que les Russes sont en train d'évacuer cette ville. Est-ce le cas et qu'est-ce que cela signifie selon vous? Alors, vous parliez du terrain, justement. Moi, je vais vous relater de ce que j'ai vu à Kherson, puisque il y a environ à la mi-septembre, je me suis rendu dans cette ville. J'y ai passé 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque, on était en pleine contre-offensive ukrainienne. On commençait à sentir, le côté russe souffrait de cette contre-offensive, notamment de l'utilisation par les Ukrainiens de façon de plus en plus efficace des missiles HIMARS fournis par les Américains et qui ont fait des ravages puisqu'ils ont en partie empêché l'approvisionnement de la ville de Kherson en détruisant ou en tout cas en abîmant, en rendant inutilisable le pont Antonovski qui était en fait la véritable artère qui maintenait Kherson à la rive est du Dniepr et donc les Russes étaient déjà à l'époque obligés d'utiliser un système de barges. L'armée russe le génie militaire russe avait mis ses barges à disposition pour pouvoir faire transiter des camions et leur permettre de traverser le Dniepr. Donc, si vous voulez, la ville de Kherson souffrait énormément parce ce que j'ai constaté, de problèmes d'alimentation. Il y avait plus d'eau dans les quartiers. Au niveau des marchés, c'est pareil. Un marché parallèle s'était développé parce que l'approvisionnement n'arrivait plus. Donc, il y avait de la contrebande qui existait. Et les Russes laissaient cette contrebande se développer parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'approvisionner cette ville. Et en tout état de cause, ce que j'ai déjà constaté à l'époque, quand la nuit notamment, c'est que la ville était déjà quasiment déserte. Sur les 200 000 habitants qu'il y avait à Kherson à l'origine, environ 60% de la population avait déjà quitté la ville. Alors 60%, c'était, on peut imaginer, les plus pro-ukrainiens, ceux qui ont refusé ce diktat russe. Et donc il restait essentiellement des vieillards. Nous on les voyait justement, on était dans un hôtel, une forme d'hôtel de fortune où il y avait un point de ravitaillement d'eau et les petits vieux venaient tous les matins avec leurs bonbonnes la remplir d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau potable dans la ville. Donc voilà, pour vous dire les conditions, alors qu'on peut imaginer que l'offensive ukrainienne s'est rapprochée encore de Kherson, comme le siège se prépare, à mon avis,
je n'ai pas, je ne prétends pas détenir la vérité, ni penser, ni savoir ce que l'état-major russe pense, mais le problème de conserver une population dans cette ville est un handicap pour un combat qui promet d'être... Les Russes se préparent à un siège ou tout simplement ils actent leur défaite? Alors, je suis monté sur le front de Nikolaïev, c'est-à-dire je suis allé dans l'oblast de Nikolaïev, une ville qui s'appelle Snigorivna, qui est au nord, qui est environ à peu près à 50 km de cette ville où se trouve l'état-major ukrainien et d'où est pilotée cette contre-offensive ukrainienne. Eh bien, dans ces endroits-là, c'est clair que les Russes, quand on traversait cette campagne pour aller vers le nord, on a vu des kilomètres de tranchées, des points forts, des carrefours fortifiés. Donc clairement, les Russes, à mon sens, ne sont pas prêts d'évacuer cette ville comme on a pu l'entendre. Il y avait au moins 4 ou 5 lignes de défense prépositionnées. Il faut savoir aussi que d'un point de vue de l'effectif militaire, vous savez, on parle souvent des conscrits qu'on envoie au casse-pipe et des gens sans formation. Non, au nord de Kherson, il y a une unité de parachutistes extrêmement redoutable les Ukrainiens ont engagé eux aussi des Marines ukrainiens qui sont eux aussi très redoutables. Donc de part et d'autre, il y a des unités d'élite qui sont là et c'est pas la bleusaille qu'on envoie se faire sacrifier. Ça a été déjà un combat pour Kherson pour grignoter ces partis extrêmement coûteux en vie humaine pour les Ukrainiens et pour les Russes. Donc c'est clair que les Russes, en plus Vladimir Poutine ayant décidé de prendre l'oblast de Kherson et de le faire rentrer dans la Fédération de Russie, on peut imaginer que les Russes vont s'accrocher avec une position de repli possible à l'est du Dniepr, puisqu'on sait que les fleuves, s'ils décident d'abandonner Kherson, ils se replieront justement sur l'est, mais ils n'ont absolument pas l'intention, de ce que j'ai pu ressentir pendant les 3 semaines passées dans ce camp, d'abandonner le moindre pouce de territoire. Jean-François Colosimo, vous êtes éditeur, historien et théologien, spécialiste du monde orthodoxe. Vous êtes l'auteur de ce livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion, qui paraît chez Albin Michel. C'est plutôt un livre d'histoire, mais si vous deviez vous prononcer sur le présent et peut-être même sur le futur, on a beaucoup dit que cette guerre était gagnée d'avance pour les Russes. Alors Régis Le Sommier nous dit qu'à Kherson, ils ne sont pas du tout en train d'évacuer et qu'ils se préparent à un siège. Mais est-ce qu'on n'a pas surestimé l'armée russe, et est-ce qu'il est possible aujourd'hui que les Ukrainiens gagnent cette guerre, qui était ingagnable a priori pour eux? Alors d'une part, on a complètement surestimé l'armée russe, ça c'est clair, c'est évident, hein. Et tout simplement parce que on avait eu un effet trompe-l'œil sur la guerre en Syrie, qui en fait avait été une guerre très limitée, une guerre de bombardement, particulièrement d'ailleurs des populations civiles, et assez peu de Daesh et de Al-Nusra, et un peu plus en fait des ennemis de Bachar al-Assad, n'est-ce pas? Bon, donc on avait eu un effet trompe-l'œil, on avait vu ce réarmement. La vérité, c'est que l'affaire, depuis le départ, elle est viciée, parce que les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent. Tout simplement, les Ukrainiens, eux, le savent. Et la plupart des Russes, en fait, qui sont sur le terrain, préféreraient être ailleurs, rentrer chez eux, etc. C'est le problème des guerres asymétriques, n'est-ce pas, depuis Napoléon. Jusqu'à la guerre en Irak, enfin des exemples. Les Américains ont quitté le Vietnam, les Russes ont quitté, les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan, les Américains ont quitté l'Afghanistan. Voilà. Vous croyez désormais la victoire des Ukrainiens possible? Non, ce que je dis, c'est que, vous voyez, on va aller vite, puisqu'on a en France pas mal. Ouais, il nous reste là 1 minute avant la première pause, donc on va aller vite. On a je vous en France confirme. pas mal de complotistes. On a en France pas mal de complotistes. Donc je leur donne un sujet de dissertation, eu égard au fait que, par rapport à ces buts de guerre, on voit que l'Ukraine existe comme jamais, que Zelensky, qui apparaissait plutôt comme un clown, apparaît comme Churchill, que l'Ukraine était un peu indécise, etc., que l'OTAN qu'on disait en coma dépassé voit la Finlande et la Suède postuler, que l'Amérique est de retour de plein pied en Europe, que l'Allemagne réarme, etc., eu égard finalement à ce qu'a fait Poutine, la bonne question c'est de savoir s'il ne serait pas un agent de la CIA. Jean-François Colosimo, merci. Ce sera le mot de la fin de cette première partie seulement, parce qu'on se retrouve avec Jean-François Colosimo et Régis Le Sommier. En toute vérité, après une courte pause, on continue à parler de la Russie. Peut-on parler de ce conflit sans prendre parti? Les réponses de Régis Le Sommier et Jean-François Colosimo, en toute vérité, dans quelques minutes. Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec le théologien, historien, éditeur Jean-François Colosimo qui publie La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion. C'est aux éditions Albin Michel. Et puis avec Régis Le Sommier, grand reporter qui lance un nouveau média, Omerta, dont on va parler. Mais avant, Régis Le Sommier voulait revenir sur ce qu'on disait avant la pause. J'interrogeais Jean-François Colosimo en lui demandant si l'Ukraine pouvait gagner cette guerre, mais m'expliquait en quelques mots qu'en quelque sorte la Russie avait déjà perdu. Est-ce que vous êtes d'accord, Régis Le Sommier ? Poutine avait déjà perdu. Alors Poutine, oui, moi je suis d'accord. Je pense que cette guerre, je pense qu'il y a une, d'abord au niveau stratégique, au niveau tactique ensuite, il y a eu des erreurs. Il y a eu 3 commandements au début. Il n'y a pas eu de commandement unifié. Ils ont simplement nommé un responsable de cette fameuse opération spéciale il y a très récemment. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en dépit du bon sens par les Russes. Simplement, je voulais moi rajouter de ce que j'ai pu entendre en discutant avec la population, en discutant par exemple ce qui est intéressant, qui est resté derrière? Quand je dis 60% de la population de Kherson est partie, qui est resté derrière? Je vous disais, ces petits vieux. Il y a des petits vieux et il y a aussi des jeunes qui sont restés. Et quand on discute avec eux, on est parmi des pro-russes. Puisque les pro-ukrainiens sont partis. Donc la plupart des gens qui sont restés sont dans cet état d'esprit. Et parmi les vieux, il y a l'idée de toucher sa pension alimentaire. Ça paraît idiot, mais l'Ukraine est toujours un pays pauvre. C'est un pays aussi extrêmement corrompus. Et dans certaines zones, nous expliquaient les petits vieux, ils ne touchaient plus leur pension, donc il y avait un énorme ressentiment vis-à-vis du pouvoir central, au-delà des questions Ukraine ou linguistiques, Ukraine-russe, qui sont aussi très pertinentes pour eux. C'est-à-dire que par exemple, on forçait les Ukrainiens à apprendre, à enseigner à l'école en ukrainien, alors que les gamins dans la classe de récréation parlent russe, et dans leur famille parlent russe. Donc il y a eu ce problème, cette problème culturel. Mais au-delà de ça, le problème économique, qui est toujours le problème principal pour les populations, c'était de toucher sa pension alimentaire. Et un certain nombre de petits vieux ont l'impression que la Russie revenant, c'est l'Union soviétique qui revient, avec l'État-providence, et les Russes jouent énormément là-dessus, ils donnent beaucoup d'aide alimentaire, ils mettent un point d'honneur à vous dire, tous les produits qui sont amenés en Ukraine aujourd'hui sont des produits qui viennent de toutes de toutes les parties de la Fédération de Russie. Tout ça est un petit peu artificiel, mais au niveau de cette population ancienne, ça marche, ça fonctionne. Et je voudrais rajouter aussi une chose, c'est je suis désolé, on va peut-être pas être d'accord là-dessus, mais très bien, c'est fait pour. sur la question de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui est absolument omniprésent, et qui est omniprésent bien avant le retour de la Russie dans ces zones. Vous avez un nombre de monuments soviétiques qui ont été conservés de l'époque ukrainienne. Pour que les auditeurs comprennent, vous disiez pendant la pause que Poutine jouait sur le souvenir. Oui, bien sûr, il joue à fond. Et au niveau de ses soldats, c'est pareil. Quand vous discutez avec des Cosaques, moi j'étais avec un régiment de Cosaques dans des tranchées à côté de Zaporijjia, ces Cosaques-là, vous leur parlez, vous lui dites, bon alors comment ça va se passer? Bientôt il va y avoir l'hiver. Et là, le type vous regarde et vous dit, attendez, nos grands-parents ont fait le front de l'Est, vous croyez que l'hiver nous fait peur? Voilà l'état d'esprit. Non, mais Jean-François Colosimo. Mais ça, c'est un soldat de base. C'est pas un type de propagande qu'on m'a envoyé. Ça serait, je veux dire, ça ferait rire si c'était pas dramatique, je veux dire. Ça ferait rire si c'est pas dramatique, tellement tout ça est gonflé, c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. Qu'est-ce qu'a fait Poutine depuis 25 ans? C'est cultiver le souvenir de la glorieuse Grande Guerre patriotique pour éliminer le souvenir du goulag. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a fermé Mémorial, la très courageuse fondation qui archivait les mémoires la mémoire du totalitarisme. Il a fermé une semaine avant. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on taise les crimes d'hier pour pouvoir en fait produire les crimes d'aujourd'hui. Mais très bien, ça c'est votre analyse, c'est très bien, mais moi je parle au niveau du peuple et de la façon dont les gens perçoivent ça. Et c'est prégnant et ça fonctionne. Laissez-moi finir. Les populations pro-ukrainiennes ont fui ou ont été chassées. Les populations qui n'étaient pas pro-russes ont été déportées. Il y a des déportations dans cet endroit.
Et quand aux petits vieux dont vous parlez et aux 3 gamins et aux 3 Cosaques abrutis, parce que les Cosaques sont les plus abrutis des miliciens, ils sont largement en dessous de Wagner, même en termes d'efficacité. Avec quoi on a affaire? On a affaire, en fait, à des pauvres gars qui annonnent une version idéologique qui ne tient pas debout, enfin, une seconde. C'est ça le problème. En revanche, dans toutes les villes d'Ukraine où il y avait des Russes et des russophones, ils ont décidé d'abandonner le russe, toute la classe intellectuelle, pour devenir ukrainophone. Vous parliez de la loi qui obligeait à ukrainiser les régions de l'Est. Elle n'a jamais été mise en effet. Elle était regrettable, elle n'a jamais été mise en effet. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est une nation qui est en train de se construire dans la matrice sans égale, malheureusement, qui est une guerre. Mais l'Ukraine, ça y est, elle existe et elle a une conviction, c'est qu'elle ne veut pas être russe, elle ne veut pas être poutinienne, elle ne veut pas vivre sur les délires de reconstruction de la Grande Guerre patriotique où il y avait quand même, il faut le rappeler, des officiers du NKVD qui tiraient une balle en main. Attendez, pardon. Laissez-moi finir. Vous laisser... Si, je vous ai laissé développer votre point de vue. Moi, je vous apporte des éléments du terrain. Mais moi, je vous dis, vous savez, dans une guerre, on ne parle pas d'idéologie. Non, mais je pense que ce sont des éléments. Là, ce que vous faites, ce sont des éléments résiduels. Vous faites du BHL, en fait. Vous faites du BHL, c'est-à-dire que vous plaquez une idée que vous avez qui est certes recevable, pertinente, sur une réalité que moi j'ai vécue. Je vous raconte, et c'est précisément. Vous n'avez pas fait. Attends, vous n'avez pas fait de sondage. Mais vous êtes pas dans les mêmes endroits. Oui, alors ça n'a aucun intérêt d'aller sur le terrain, c'est ça? Non, mais on sait que ça existe. Mais on sait qu'il y a. Il suffit de développer cette tension. On sait qu'il y a. Non mais on sait qu'il y a à peu près 30 à 40% de Russes qui sont extrêmement bellicistes. Voilà, attendez, et qui approuvent totalement Poutine. Il y en a à peu près 30% en plus qui sont bellicistes, mais qui n'approuvent pas Poutine parce qu'ils pensent qu'il est un mauvais chef de guerre, parce que l'idée commence à faire son chemin, etc. Moi, vous savez, vous êtes allé 3 semaines. Moi, depuis le début de sa guerre et avant, c'est tous les jours que je suis informé. Non, mais très bien. En direct, oui, mais très bien. De Russie et d'Ukraine, et avec des opinions très variées. Donc ne me faites pas l'argument de j'y suis allé, vous n'y êtes pas allé, parce que ça non plus, ça tient pas debout. Il ne faut pas y aller, c'est ça. Non, parce qu'on peut y aller, voir ce qu'on a envie de voir aussi, ou ne pas voir. Moi je n'ai pas envie de voir quelque chose. Ou même être manipulé. Parce que quand même, là il y a quand même des attaques que je trouve assez... Non, si. Vous y avez été aussi. Vous l'avez traité de BHL, je suis pas sûr que ce soit ça. En plus, ouais, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est vous qui avez disqualifié ma parole immédiatement. Non, mais parce que vous plaquez une vision sur la chose. On pourrait vous rétorquer également que du côté ukrainien, où je suis allé en avril, puisque j'ai fait un reportage avec les volontaires français qui allaient accompagner, qui allaient rejoindre l'armée ukrainienne pour combattre. Donc j'ai vu les deux camps, j'ai vu l'état d'esprit des deux côtés. J'ai passé 10 jours en Ukraine et là j'ai d'y passer 3 semaines. La vraie question que je me pose quand je vois ça, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que dans une guerre comme ça, il y a des gens qui sont motivés pour faire cette guerre, mais les 3/4 des gens, en fait, font avec ce qu'ils ont, font avec une situation qui ne leur a pas été, et ça, ce n'est pas, voilà, ils font avec les moyens du bord. Quand on parle de Kherson aujourd'hui en disant on déporte les gens de Kherson, non, on déporte pas des gens qui sont majoritairement pro-russes et qui, en majorité, soutiennent cette invasion. Je ne me base pas sur une posture morale ou sur quelque chose qui m'aurait été donné a priori. Je vais voir ces gens, je suis journaliste, ça fait 25 ans que je fais ça, j'ai quand même un petit peu de choses pour me dire, oui, s'il y a une seule personne ou si c'est les Russes, vous savez, vous savez avec les Russes, vous les connaissez bien, vous les connaissez bien, il y a toujours... Vous avez vu ce que vous avez vu, je pense que ça n'apporte pas grand-chose à la réalité de la situation. Très bien, donc vous faites du BHL, ça sert à rien de voir. Laissez BHL en dehors de ça. Cela dit, BHL, il va sur le terrain. Oui, il va sur le terrain, il écoute ce que lui dit l'état-major ukrainien. Voilà. Mais moi, j'aurais pu très bien faire ça. Écouter ce que me disait le type de l'administration nommé par Moscou. Vous savez, il y a toujours avec les Russes le syndrome Tintin au pays des Soviets. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, s'ils me montrent ça, est-ce que finalement, vous savez, c'est les Occidentaux que Hergé montrait, et devant, il y avait l'usine qui ne fonctionnait pas, mais il y avait des types derrière qui montraient la fumée de l'usine. Eh bien moi, je me pose toujours cette question, et je me pose toujours cette question à chaque fois, de me dire pourquoi on me montre ça, et qu'est-ce que je peux trouver quand je vais en Iran et
et que on veut me montrer quelque chose, parce que je suis également allé en Iran, j'essaye d'aller évidemment parler aux femmes, j'essaye d'aller au cœur du pays, je ne reste pas dans mes livres, je ne reste pas dans mes analyses a priori, et j'essaie d'apprendre quelque chose, que le terrain apprend quelque chose. Merci Régis Le Sommier. On peut revenir peut-être au sort des Ukrainiens qui, eux, sont pas pendant 3 semaines, mais maintenant ça fait 8 mois sur le terrain, ont été agressés et prennent des bombes. Peut-être qu'on peut revenir à eux. Oui, tout à fait. Oui, mais ceux dont je vous parle sont aussi des Ukrainiens, pro-russes, mais ce sont des Ukrainiens. D'ailleurs, c'est un drame. Ils ont souvent, quand vous discutez avec eux, de la famille de l'autre côté. Vous savez, c'est ça qui est terrible, dont on ne se rend pas compte. On a l'impression que... Tout le monde qui suit ça, c'est ça, cher Régis Le Sommier. Donc, je veux dire, bien sûr, c'est entremêlé tout ça. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant 35 ans, pendant toute génération, les Ukrainiens ne voudront plus entendre parler des Russes. Et ça, plus que majoritairement. Et ça, c'est un des résultats de la sale guerre de Vladimir Poutine. Vous voyez ? Donc même quand vous parlez des liens des deux côtés de la frontière, même ça, il l'a détruit. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Juste Jean-François Colossimo, parce qu'il faut rappeler votre parcours, vos idées. Vous faisiez partie de ceux qui ne diabolisaient pas Vladimir Poutine avant la guerre. Vous étiez pas poutinolâtre, mais vous expliquiez, loin s'en faut, mais vous expliquiez qu'il fallait même peut-être discuter avec lui. Alors j'entends la musique, c'est dommage, c'est la magie du direct. Jean-François Colossino, vous nous répondrez après la pause. On continue ce débat enflammé sur la Russie, sur Vladimir Poutine, sur l'Ukraine. À tout de suite, en toute vérité, avec Jean-François Colossimo et Régis Le Sommier. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Régis Le Sommier, grand reporter qui lance le nouveau média Omerta dont on va parler, et avec Jean-François Colossimo, auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion chez Albin Michel, qui vient de paraître. Et le débat continuait, pour rien vous cacher, pendant la pause. Avant la pause, j'allais poser une question à Jean-François Colossimo qui se faisait traiter de BHL par Régis Le Sommier, ce qu'il ne prend pas très bien, parce qu'effectivement vous êtes assez loin des positions de BHL. Vous étiez plutôt d'ailleurs réaliste, sur une position réaliste avant la guerre, proche de personnes comme Hubert Védrine par exemple, sur cette ligne-là. Cela dit, vous êtes aujourd'hui très sévère sur Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous avait changé d'avis ? Plus que sévère, si vous voulez. Poutine, qui était qui est et qui sera jusqu'à la fin un satrape, n'est-ce pas, et qui ne connaît qu'une loi, la loi de la force, et qui a construit tout un appareil idéologique véritablement zinzin, n'est-ce pas ? Évidemment, il n'est ni le défenseur de l'Occident, ni le défenseur du christianisme, il n'est même pas chrétien, enfin, etc., qui a refait du bricolage idéologique post-communiste, mais qui reste fondamentalement néo-totalitaire. Il en fait la preuve aujourd'hui. Poutine, jusque-là, se débrouillait plutôt pas mal par rapport à ses véritables moyens. Je vous rappelle que le PIB de la Russie, c'est celui de l'Espagne, n'est-ce pas ? Bon, donc, sur l'échiquier international, il marquait des points. Il marquait même des points disproportionnés par rapport à sa valeur réelle. En Géorgie, en Crimée, en Transnistrie avant, en Syrie, en Libye, il nous foutait dehors du Mali. Il agitait le Burkina Faso encore il y a 3 semaines, etc. Il marquait des points disproportionnés parce qu'il était fort de nos faiblesses. C'était ça le véritable problème. Mais en même temps, dans un monde multipolaire, nous avions intérêt à essayer de voir comment nous pouvions faire pour que la société russe progresse. C'était ça l'enjeu. À partir de 2011, en fait, il a opéré un blackout sur cette société. Non seulement, évidemment, l'élimination des opposants, la mise en prison des opposants, l'intimidation sur les réseaux sociaux, l'interdiction du journalisme, tout ça c'est arrivé juste progressivement et s'est cristallisé autour de la guerre. Alors, il marquait des points sur l'échiquier international qui faisaient qu'on était dans un monde effectivement multipolaire, n'est-ce pas ? C'était ça le point. Avec l'invasion de l'Ukraine, il renverse l'échiquier. Il renverse l'échiquier et l'accélération du caractère totalitaire du régime n'a pas cessé depuis 2 années avant cette invasion, particulièrement à peu près au moment de la Covid, de la pandémie de la Covid. Donc, si vous voulez, là,
c'est assez simple. C'est que si on pouvait envisager modérément quelle contribution indirecte il avait à l'état du monde, aujourd'hui, ça n'est pas possible, n'est-ce pas? Et ça n'est pas possible parce que il y a quand même des victimes. Et il n'y a pas que des victimes en Ukraine, il y a des victimes en Russie. C'est-à-dire que Poutine, non seulement est en train de détruire l'Ukraine, la ramener à l'âge de pierre, puisqu'il échoue militairement, mais en plus, il est en train d'enfermer les Russes dans un syndrome obsidional gravissime, qui fait que, une fois que cette guerre sera finie, il faudra qu'on travaille à reconstruire physiquement l'Ukraine, mais pas mentalement, alors qu'il faudra réparer mentalement la Russie, qui a été plongée dans un cauchemar total, où les Russes, on leur montre à la télévision, il n'y a plus que la télévision d'État, n'est-ce pas? On leur montre les bombardements russes et on leur dit c'est le régime nazi de Zelensky qui bombarde ses propres gens. On est à un niveau ubuesque de mensonges. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il y a autre chose à sauver là-dedans, c'est évidemment l'orthodoxie, qui est totalement défigurée, puisqu'on a un Poutine, et je pourrais en faire la démonstration, donc inutile de me dire, non, c'est pas comme ça, je pourrais en faire la démonstration, avec un Poutine et un patriarche Kirill qui ont le même langage qu'Oussama Ben Laden. D'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est une guerre de religion. Je reviens il y a 1000 ans pour expliquer pourquoi la ligne de fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe traverse l'Ukraine. Cette ligne de fracture qui sépare les Slaves, parce que les Slaves ont été l'enjeu de l'évangélisation entre les Carolingiens et les Byzantins. Donc d'un côté, vous avez des Polonais et des Croates qui sont catholiques avec l'alphabet latin, et puis de l'autre, vous avez des Biélorusses et des Serbes qui sont orthodoxes avec l'alphabet cyrillique. Cette ligne-là, elle traverse l'Ukraine parce qu'il y a un ouest catholique de l'Ukraine et un est orthodoxe de l'Ukraine, et que l'Ukraine a véritablement été l'enjeu de tous les empires chrétiens, plus l'Empire ottoman, mais tous les empires chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants au fil des siècles, la guerre de Crimée, 1850, n'est-ce pas? Et par rapport à ça, ce qu'il y a de très clair aussi, c'est que l'Ukraine a été le lieu de confrontation des trois confessions chrétiennes majeures, orthodoxie, catholicisme, protestantisme, mais aussi des trois monothéismes, puisque vous avez la présence de l'islam et du judaïsme, et enfin des deux totalitarismes, puisque l'Ukraine a subi l'Holodomor, c'est-à-dire la grande famine sous Staline. Principalement, elle, ça déborde un peu, mais principalement, elle, c'était un territoire de paysannerie, donc elle a été d'autant plus frappée. Et à côté de ça, la Shoah par balle, qui, elle, a été agie avec des supplétifs ukrainiens de l'Ouest, galiciens et gréco-catholiques. Donc, l'Ukraine, c'était le pont possible pour réconcilier ces deux Europes aux mémoires blessées, qui ne se comprennent pas, avec cette espèce d'hostilité que seule crée la proximité. Cette incompréhension, elle est très visible à l'Assemblée, à Strasbourg, à l'Assemblée européenne, n'est-ce pas? Et ça, d'ailleurs, ça ne concerne pas simplement que des catholiques, des orthodoxes ou des protestants. Il y a aussi une Europe de l'Est qui est passée par le communisme, et à partir de là, il y a une qui est très différente de l'Europe de l'Ouest. Incompréhension. Alors, après, aujourd'hui, ils se disputent entre eux, mais bon, Pologne, Hongrie, Tchéquie, enfin, etc. Enfin, il y a une vision différente, en tout cas, aujourd'hui, au sein de l'Union européenne. Donc, juste pour conclure, mon livre raconte 1000 ans qui explique cet état de fait. Voilà. Régis Le Sommier, je voulais vous parler un peu de votre nouveau média, Omerta, parce que ça rejoint le thème de notre débat. Pourquoi ce titre assez provocateur, Omerta? Est-ce qu'il y a vraiment une Omerta sur ce conflit? Alors, attention. Votre média ne parle pas uniquement de ce conflit-là, mais il naît dans un contexte qui est quand même... Il naît dans un contexte très particulier. Ce que je voulais quand même ajouter une chose, c'est que ce n'est pas parce que on peut avoir un désaccord sur ma vision de l'Ukraine et de ce que j'y ai vécu que il faut voir en moi un défenseur. C'est là où je vous critiquais tout à l'heure, et j'ai eu ces propos à propos de Bernard-Henri Lévy. J'ai rien dit sur vous. Attendez. Non, mais attendez, ne me prêtez pas des paroles que j'ai pas eues. Moi, j'ai rien dit sur vous. Si vous vous auto-accusez de ne pas être un défenseur de la Russie, c'est vous que ça regarde. Moi, j'ai pas dit ça une seconde. Non, si, vous l'avez dit. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je crois que là, vous avez un problème. Vous avez un problème obsessionnel. Moi, je n'ai rien dit de tout ça. Je vous ai pas parlé. Je peux m'exprimer. On va laisser parler. Je vous ai laissé, comment dire, des choses avec lesquelles, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, et qui sont que vous avez exprimées de façon, très
très éloquente et voilà sur la question, sur la réalité de l'Ukraine, sur cette complexité de ce pays, de cet est, voilà. Et ce que je veux dire, moi, c'est que je ne veux pas jouer dans ce débat parce que je ne le suis pas le défenseur de Vladimir Poutine. Personne ne vous a prêté ce rôle-là. Non. Si, indistinctement, on est quand même dans un. Moi, ce que je veux expliquer. Attendez, je répète, je n'ai jamais dit ça. Donc, ne vous défendez pas d'une accusation qui vous a pas été proférée ou adressée. En tout cas, voilà, je le précise. Moi, j'ai émis des critiques sur cette guerre dès le début. D'ailleurs, je l'ai condamnée et je pense que d'abord, pour moi, c'est l'agression d'un pays souverain par un autre pays. Voilà. Déjà au départ, donc déjà, il y a un agresseur. Et si vous regardez mon documentaire, je pose cette question parce que quand les Russes vous expliquent que les Ukrainiens bombardent des civils, parce qu'évidemment ils vous montrent ça, et il faut leur dire, et ce que je leur ai dit, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui le 24 février avait envahi ces pays, qui est venu ici. Donc la vraie question, elle est là, c'est de ne pas retourner la charge de la faute. Et au départ, évidemment, elle est du côté russe. Et ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que, en effet, la question. Maintenant, là où je suis moins d'accord avec vous, si je puis me permettre d'exprimer, puis on est un peu tenu par le temps. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas se dire, de pouvoir analyser cette guerre sans se faire l'économie de notre propre autocritique. C'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit sur Poutine, oui, c'est une vision, certes, mais c'est une vision extrêmement occidentale. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pays ont soit soutenu cette intervention, soit ne l'ont pas condamné. Et en particulier, vous dites, voilà, on a été expulsé du Mali. La réalité de l'Afrique, elle est tout autre que simplement une expulsion de la France du Mali. C'est un syndrome considérable qui est en train. Il y a 19 pays d'Afrique qui n'ont pas condamné cette intervention. Vous avez également les pays du Golfe, vous avez les Émirats, vous avez les Saoudiens qui posent un énorme problème aux Américains. Et aujourd'hui, on a un peu, et malheureusement vous en faites l'écho, cette vision occidentale, purement occidentale, qui fait l'économie du reste du monde, c'est-à-dire des 2/3 de l'humanité, en y voyant finalement une manière, on va se dire, voilà, il faut abattre la Russie, il faut terminer ce régime. Une fois qu'on a dit ça, le vrai problème, c'est qu'une grosse partie, et voire la majorité du reste du monde, ne pense pas comme nous. Voilà. Alors, bon, donc, je suis désolé, mais comme vous m'avez pas lu, vous savez pas que je consacre un chapitre à la question que vous venez de poser, et que bien avant même... Très bien, mais on n'en a pas parlé. Je finis. Et que bien avant que même vous y ayez pensé, moi, j'avais anticipé tout ça. Donc, si vous voulez, ça m'impressionne pas ce que vous dites. Arrêtez de parler de moi et d'essayer de me dire qui je suis, et dites-nous qui vous êtes. Ce sera plus simple. Ça sera certainement aussi plus vrai. Mais je vous voyez, parce que là, je veux dire, vos procès d'intention depuis le début de cette émission... Non, c'était pas les procès d'intention. Tout ça, vous avez besoin... dans la démarche. Non, mais attendez, je vous parle. Vous êtes quand même là au niveau 0,2 du dialogue, c'est-à-dire que vous avez besoin de m'assigner quelque part pour expliquer qui vous êtes. Personne n'assigne personne. Je n'ai pas dit arrêtez de me dire... Jean-François Colossimo, vous n'êtes pas BHLien, je pense que personne n'en doute, et Régis Le Sommier n'est pas l'agent de Vladimir Poutine. Moi, j'ai pas dit ça. Mais on poursuit, et je sais que vous n'avez pas dit ça. Vous étiez BHL, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que votre point de vue, vous la refusez. Pardonnez-moi, messieurs, mais on s'en fiche un peu. Continuons sur cette conversation. Je voulais que vous nous parliez un peu d'Omerta. Pourquoi ce titre et pourquoi ce nouveau média? Alors pourquoi ce nouveau média? Tout simplement parce que en fait, la promesse éditoriale d'Omerta, elle vient d'un constat. C'est que il y a tout un tas aujourd'hui, notamment dans l'âge numérique, il y a une facilité incroyable pour l'apprentissage du savoir, pour l'apprentissage de la connaissance. Il y a une multitude de canaux sur lesquels on peut s'informer, mais aujourd'hui, en fait, dans le paysage médiatique, s'est instauré une sorte de petite musique, on dira, qui est le commentaire de plateau. C'est pas ce qu'on fait
disais, hein, Jean-François Colosimo est un immense intellectuel et le savoir livresque est évidemment quelque chose qui doit être partagé. Simplement, le problème, c'est que ces dernières années, moi j'ai remarqué une chose, tout en participant à des plateaux télévisuels. Vous parliez de la Syrie tout à l'heure. Un jour, je me suis retrouvé sur un plateau où il y avait 4 personnes à côté de moi à parler de la Syrie. J'étais le seul à avoir mis les pieds dans ce pays. Et je trouve qu'aujourd'hui, le problème, et c'est pour ça que nous faisons Omerta parce que il faut aller tendre des micros, il faut aller voir des gens, il faut aller éventuellement parler aux victimes, mais aussi, quand on peut le faire, parler aux bourreaux. Parce que c'est comme ça qu'on explique le monde, parce que c'est, moi, tout ce qui m'a fait vibrer dans le journalisme, c'est ça, c'est ces connaissances de terrain, c'est d'arriver sur place et de se dire, voilà, j'ai une vision de ce pays-là, tiens, ce que me dit cette personne-là est un peu éloigné, ça m'ouvre les yeux, et c'est comme ça que c'est ça que je veux communiquer. C'est quelque chose qui est viscéralement ancré en moi. Et aussi, je lis, contrairement à ce que vous avez insinué tout à l'heure, je lis, j'adore les livres, j'adore le savoir. Vous m'aviez pas lu moi, là. On ne recommence pas, d'autant plus que c'est la je vous promets de vous lire, mais respecter et surtout avoir un peu l'humilité de tendre un micro aux gens et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Merci. Voilà. Merci, on se retrouve après une courte pause avec Jean-François Colosimo. On continue le débat sur la Russie et pas sur les lectures des uns et des autres. Merci, à tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-François Colosimo, auteur de La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion, qui vient de paraître aux des éditions Albin Michel, et avec Régis Le Sommier, grand reporter qui a travaillé pendant 25 ans à Paris Match, qui lance un nouveau média dont il nous parlait, Omerta, un média qui veut rendre ses lettres de noblesse au journalisme de terrain. Vous nous disiez à quel point c'était important pour vous le journalisme de terrain. Est-ce que ça suffit malgré tout? Vous nous disiez d'ailleurs, vous reconnaissiez vous-même que effectivement la culture livresque, le sens de l'histoire, etc., c'était aussi important pour comprendre un conflit. Le terrain, est-ce que le terrain, ça dit vraiment toute la vérité? Non, absolument pas. Je dis souvent, et je le répète ici, que en allant sur le terrain, on ne sait pas tout. On peut vous dissimuler des choses. Les gens que vous rencontrez là-bas ont un intérêt à vous accueillir, quel que soit le conflit, quel que soit le pays, ont souvent un intérêt à vous parler. Mais ce que je dis, c'est que en allant sur place, on en sait juste un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Voilà, et c'est ce tout petit peu plus que je veux faire partager à ceux qui s'abonneront à Omerta, c'est-à-dire leur montrer des réalités que moi j'ai connues dans ma carrière de journaliste, des points communs parfois très étonnants entre j'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine en Irak et avec l'armée irakienne, puisqu'il y avait des patrouilles communes, et je me souviens que ce que souvent les gens en Occident pensaient qu'il y avait les Irakiens d'un côté, les Américains de l'autre. Vous pouvez me dire comme clash de civilisation, pour parler de guerre absolument illégale et basée sur des mensonges. Vous êtes d'accord là-dessus, celle-là, elle était de taille aussi. Mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'il y a toujours une humanité commune, et c'est cette humanité commune qui m'intéresse. En fait, c'est cette, elle est pas plaquée, elle ne vient pas de commentaires de très loin. Elle est directement sensible, et c'est l'être humain qui m'intéresse, moi. C'est là-dessus que je base mon analyse. Alors après, comme je vous l'expliquais, oui, avoir une connaissance livresque, c'est important. C'est important quand on va couvrir une épidémie, d'avoir lu un certain nombre de fondamentaux, La peste de Camus ou autre. C'est important d'avoir ces livres fondateurs, de les avoir dans l'esprit, mais aussi de se laisser surprendre et d'avoir l'humilité de parler aux gens, de leur tendre un micro, et parfois de se dire oui, là je me suis trompé. Là c'est pas exactement ce que j'avais cru, et c'est en fait une démarche qui est contre-idéologique, totalement. Voilà. Jean-François Colosimo, je crois que vous connaissez le terrain. En même temps, vous avez, c'est le moins qu'on puisse dire, une grande culture livresque. Et là, votre livre consiste à essayer de comprendre ce conflit en le prenant par l'histoire. Vous nous dites c'est un conflit de 1000 ans. Justement, est-ce qu'on comprend tout si on se contente d'aller sur je pense que être immodeste, je pense qu'il faut me lire, parce que je pense qu'en France,
pense en tout cas, je suis non, mais je suis un des rares. C'est pour ça qu'on vous invite, pour que les gens aient envie de vous lire. Un des rares à avoir, d'abord, à connaître ce monde-là, de l'intérieur, l'Ukraine et la Russie, très profondément, mais aussi à mener une entreprise depuis maintenant à peu près 20 ans de décryptage de qu'est-ce qui se passe, ce fameux retour du religieux qui pour moi n'en est pas un. Vous voyez, et donc à la fois j'ai fait des films et des livres à les États-Unis, Dieu est américain, de la théodémocratie aux États-Unis, à l'apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski. J'ai fait l'Iran, incarné le paradoxe persan, qui en même temps était un film pour Arte, c'était en 2008, c'était il y a 14 ans, etc. Mon enquête, elle a accroché sur l'Ukraine parce que c'était l'actualité, mais qu'aussi c'était un prisme pour bien comprendre qui nous sommes. Ma thèse, elle est assez simple, c'est que derrière chaque culture, il y a un culte, et derrière chaque civilisation, il y a un fait de religion, et qu'à partir de là, on peut comprendre les choses. Non pas qu'on essentialise et que tout le monde soit condamné à la répétition, mais en attendant, il y a des fondamentaux d'attitude qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas fait cette étude du noyau originel, de l'ADN, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Et dans ce cas-là, ensuite, on peut faire ce qu'on veut, aller sur le terrain ou ne pas y aller, etc. Tout ça peut être intéressant, mais si on n'a pas une vision et un axe, et cet axe, il est donné par la généalogie des cultures. Et en quoi la culture, en quoi la culture, vous nous l'avez un peu expliqué, mais... Non, mais j'essaie d'expliquer pourquoi je pense que tout ça est important. Alors après, j'ai plus ou moins réussi. J'ai plus ou moins réussi dans mon exercice, mais je pense que c'est le bon exercice si on veut comprendre. C'est la Turquie aussi, tiens, sabre et le turban. D'ailleurs, je viens d'énumérer beaucoup de pays dans lesquels je peux plus mettre les pieds, tu vois. Donc, mais vous y avez été précédemment, il faut le repréciser. Mais c'est pas seulement cette guerre, un travail théorique. C'est pas la guerre qui était programmable. Ce qui était programmable à partir de 2011 à peu près, n'est-ce pas ? C'est la dérive, il faut le dire, post-totalitaire de Poutine. Et particulièrement après 2014, le tournant de la Crimée, parce que c'est une date qui est assez référentielle. Et puis à partir de 2018, là, on est parti dans un régime qui était d'autant plus clair pour moi à percevoir qu'effectivement, il réutilisait cet arsenal symbolique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, en deux mots ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous ces systèmes, soit athées, soit sécularisés, ces messianismes politiques, ces religions séculières ou politiques qui ont embrasé le XXe siècle, bon, elles sont mortes. Donc, il n'y a plus d'aspect possible de mobilisation sur le matérialisme historique ou sur la laïcité, comme en Turquie, etc. Donc, les tyrans d'aujourd'hui retournent à l'arsenal ancien. Ils prennent au lieu de prendre des religions immédiates, modernes, ils prennent des religions anciennes qui sont celles du pays. Donc Poutine restaure les monastères orthodoxes que les bolcheviks imitaient. Xi Jinping cite Confucius, dont les gardes rouges, son père entre autres, brûlaient les écrits. Erdogan, dont vous avez... Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie. Moody, en Inde... il fait quoi ? Il hindouise l'Inde, tu vois, c'est-à-dire il veut chasser toute présence halogène. Donc, on a tout ça. Parfois, c'est d'ailleurs avec des débordements évangéliques, parce que le véritable conflit religieux, il est entre les islamistes qui sont des néo-musulmans et les évangéliques qui sont des néo-chrétiens, n'est-ce pas ? Ça, c'est une clé aussi d'approche qui est importante. Donc, face à ça, ce qu'il faut, c'est décrypter. Voilà. Donc, quand on décrypte, évidemment, Poutine ne mène pas une guerre mondiale, mais il veut la mondialiser par divers biais, les céréales, etc., le pétrole, mais il veut les mondialiser sur le discours. Et il désigne l'Occident satanique. Alors, ailleurs dans l'hémisphère sud, on n'aime pas Poutine. On a un mauvais souvenir de l'Union soviétique. On n'est pas forcément pour la guerre, mais on est sensible parce qu'effectivement, l'Occident, c'est une crasse, c'est un mélange, un mixte entre les États-Unis, qui ont fait leur guerre impériale, et l'Europe qui a renoncé, en fait, aux guerres impériales. Donc, cette alliance nous met mal, nous, parce qu'on est d'un coup responsable de fautes qu'on n'a pas véritablement commises et qu'on a voulu et qu'on veut désormais éviter. Mais
quand il désigne l'Occident, évidemment, c'est repris à bas bruit. Mais en même temps, les Chinois, les Indiens, les Turcs, les Iraniens, etc., ils aiment bien le voir faiblir. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils faiblissent pas trop, n'est-ce pas? Mais ils sont pas là pour l'assister non plus. Ils sont là pour le voir diminuer juste assez pour qu'il reste une nuisance pour le fameux Occident. À côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je veux dire, l'Occident, tout le monde le sait, ça n'a jamais été ma passion. Je veux dire. Bon, donc, mais qu'est-ce que je dis? Je dis que derrière ces retours du religieux, ce recours au religieux plutôt que au retour du religieux, ce recours au religieux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une menace. Et là, ils sont alliés là-dessus, ils se détestent entre eux, mais ils sont d'accord contre nous. Pourquoi? Pour nier le fait universel humain. Et pour nous expliquer qu'on peut éradiquer des Ukrainiens parce que ce sont des inférieurs, qu'on peut éradiquer des Ouïghours parce que ce sont des inférieurs, des Kurdes parce que ce sont des inférieurs. Et donc, moi, mon problème, c'est pas l'Occident. Tu vois, j'ai jamais été atlantiste, j'ai jamais été pour l'OTAN. Et j'ai été un critique féroce des États-Unis dans leur politique étrangère. La vie quotidienne à l'intérieur des États-Unis, c'est autre chose. Il faudra en parler. Mais il y a un caractère américain aussi appréciable. Bien sûr. Mais donc ne diabolisons pas. Pas comme tout le monde, ne diabolisons pas. Mais ce que je veux dire par là, non. Mais l'universalité de la figure de l'homme. Et ça vous pose face à la question des droits de l'homme. Alors qu'il y ait des tas de cons qui défendent les droits de l'homme, d'autres qui sont des salauds qui en abusent, ça change pas le problème. La personne qui vit une atteinte des droits de l'homme dans son corps et dans sa chair, lui, il n'a pas de problème pour savoir ce que c'est les droits de l'homme ou les droits humains. Or, c'est ce qui arrive aux Ukrainiens. À la seule initiative de Poutine, il n'y a qu'un responsable pour cette guerre, c'est Poutine. Oui. Régis Le Sommier, on touche à la fin de cette émission, donc de manière courte, et Jean-François Colossimo conclura puisque vous avez ouvert. Bon, voilà. J'ai pas parlé beaucoup là. Je sais, mais j'ai parlé beaucoup avant. Vous avez parlé beaucoup avant. Ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit, moi, ce qui me semble, c'est un événement que j'ai évoqué tout à l'heure qui me semble important, fondamental. Je l'ai qualifié, c'est cette fameuse guerre en Irak de 2003. Cette guerre, Hassan Salamé, grand diplomate libanais, l'autre jour l'a qualifié de début de dérégulation de la force. Et j'ai trouvé ce propos très intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la fin de l'Union soviétique, la fin du pacte de Varsovie, l'OTAN devait se dissoudre et finalement a été utilisée par les États-Unis pour continuer une politique internationale. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais à partir du moment, si vous voulez, on avait les États-Unis gendarmes du monde. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. À partir du moment où les États-Unis ont vendu une guerre sur des mensonges pour laquelle personne n'a jamais été jugé d'ailleurs, une guerre qui a provoqué par ricochet un chaos au Moyen-Orient, qui a été l'ouverture de la boîte de Pandore du djihadisme. On peut dire que l'Afghanistan aussi, en soutenant les Moudjahidines aux États-Unis. Je termine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le grand ordonnateur du monde, qui était les États-Unis, se conduit de cette manière, eh bien d'autres pays se sont dit nous pourquoi pas. L'Iran, la Turquie, et finalement à partir du moment où on foule aux pieds tous les principes sur lesquels on sont censés être. Mais bien sûr, à partir de ce moment-là, et c'est ce que dit, c'est cette idée de dérégulation. J'ai besoin de dire un mot. Un mot. Mais moi, je veux dire, comme je n'ai jamais été américanolâtre, je ne me sens pas obligé d'être anti-américain pour être anti-poutinien. Mais je ne suis pas anti-américain, j'ai même 2 enfants qui habitent aux États-Unis. Ensuite, très rapidement, quand Poutine dit « nos ennemis iront crever en enfer et nous irons au ciel comme des martyrs », quand le patriarche Cyril dit « tous les péchés des soldats qui vont mourir au front seront absous, ils iront au paradis », il parle comme Oussama Ben Laden. Je me permets de le dire, si on veut comprendre pourquoi il parle comme Oussama Ben Laden, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'expliquer pourquoi. Eh bien, lisez le livre de Jean-François Colossimo, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion. Allez lire aussi Omerta, parce que c'est passionnant aussi le travail de Terra. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. Tout de suite, je vous laisse avec les informations. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.